C'est une séquence qui va être découpée en deux sous-parties. La première partie va être consacrée au battant ou au parcours du combattant, concernant la création d'activités ou la création d'entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, bien évidemment avec en filigrane cette problématique, cette thématique du financement de ces entreprises, quel que soit le niveau de développement de ces dernières. Et la deuxième sous-section portera bien évidemment sur les compétences, c'est-à-dire pour développer de nouveaux modèles économiques, pour maîtriser ces dispositifs et ces schémas de financement, il faut avoir les moyens de ses ambitions et monter également en compétences. Avant de vous présenter les personnes, les établissements qui ont répondu favorablement à notre invitation pour partager leur vision et leur regard, je vous invite à prendre connaissance, là aussi, d'une petite vidéo qui nous présente la plateforme, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui s'est montée sur un montage financier en lien ou qui relève de l'hybridation des ressources. Alors, quand on a monté le projet, effectivement, donc on s'est concentré sur l'ESS. Nous, c'est des valeurs qu'on porte, hein, donc c'est vraiment ce qu'on voulait toutes les deux, c'était rentrer dans ce champ d'activité-là. On a regardé plusieurs statuts et il est vrai que du coup, on a choisi le statut de la SIC, puisqu'il présente un modèle économique qu'on appelle les modèles économiques hybrides, qui associe à la fois donc de la ressource propre de notre activité et puis des fonds publics. Alors pour l'instant, la plateforme, elle s'autofinance. Alors certes, on a fait des demandes de subventions Tergal, sauf qu'on a rencontré les problèmes que rencontrent tous les porteurs de projets. C'est que la subvention FEDER, même si elle est accordée, il faut l'avancer. Donc on a été voir notre banque classique. Donc là, on s'est appuyé sur le fait effectivement qu'on avait un accord en fait, de Tergal sur le financement à hauteur de ces 20 000 €, ce qui nous a permis de débloquer un prêt classique. Mais effectivement, on paye un taux comme toutes les entreprises. Mais c'est vrai qu'en termes de structure non marchand, on s'attendait à avoir une aide un peu plus singulière, quoi. Mais tout ça parce que le système de la SIC est méconnu en fait dans l'environnement. Ensuite, il nous fallait un local. Donc, dans le cadre de l'ESS, on fonctionne beaucoup avec des partenaires et on a noué un partenaire avec la SHLMR qui nous a mis à disposition ce local de manière gratuite, mais en contrepartie, on mène des actions en fait, pour les habitants de la résidence. Et donc aujourd'hui, effectivement, on propose à la fois donc, aux petites entreprises locales, essentiellement situées dans les Hauts de l'île, un accompagnement administratif global et surtout transversal de leur activité, de manière à libérer au maximum donc, le petit entrepreneur pour que lui puisse se concentrer sur son cœur de métier. Et nous, on prend en charge donc, toute la partie administrative de l'entreprise au quotidien. C'est-à-dire que ça va aller de la réalisation d'un devis, de la gestion de la boîte mail, réalisation des factures, relance des règlements qui n'arrivent pas, voilà. Le but du jeu, c'est effectivement de former des personnes qui resteraient chez nous, mais qui ensuite pourraient partir chez nos adhérents. Donc à terme, d'ici 3-4 ans, on espère qu'on soit au minimum 3. Enfin, du moins 3 personnes nouvellement embauchées et formées. Et on souhaite en fait faire un turnover, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a nos adhérents qui trouvent leur compte, alors par exemple, une structure qui aujourd'hui aurait besoin d'une secrétaire 10 heures, elle ne va pas embaucher quelqu'un. Par contre, si son développement économique est tel que du coup il a besoin de quelqu'un à plein temps ou même ne serait-ce qu'à mi-temps, il pourrait recruter la personne qui était chargée de son dossier depuis chez nous. Donc la personne est formée directement à son dossier, elle sait exactement ce qu'elle va faire. Donc le but du jeu en fait c'est de créer de l'emploi aussi chez nos adhérents. Nous ont rejoint autour de la table des financeurs, en la personne de Mathieu Fontaine, créateur de la plateforme PocPoc, Madame Margaret Torpos et de la fondation du Crédit Agricole Réunion Mayotte. Il y a également des entreprises de l'économie sociale et solidaire, Coop Union, représentée par Gilles Bourgin, le directeur adjoint chargé de développement, et Jean-Hugues Grondin, le PDG de la Scopad. Et il y a également des accompagnateurs
eh bien, France Active Réunion, représentée par son directeur adjoint Régis Siounandan, et Gilles, qui est également accompagnateur, puisque représentant la coopérative d'activité et d'emploi. Merci à tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ma première question est pour toi, Jean-Hugues. Quel est ton regard sur le parcours de la création d'activités dans l'économie sociale et solidaire, toi qui as été et qui es entrepreneur social et solidaire? Social et solidaire. Alors, le regard à travers l'expérience qu'on a vécue au niveau de la coopérative, qui là au mois d'août va fêter ses 10 ans. C'est vrai, dans ce que disait le petit reportage de tout à l'heure, comme tout porteur de projet à l'origine, on se heurte à ce gros problème de financement. On a les idées, on a probablement les compétences, et après il faut arriver à amalguer avec les besoins du marché ou les charges qui vont tomber ou qui vont arriver assez rapidement et trouver des financements. Je pense que tout porteur de projet doit se conforter à cette idée-là, ce dilemme, comment trouver des financements pour pérenniser et monter en puissance. Je parlerai peut-être plus tard dans la conversation des compétences, parce que des fois quand on lance comme ça, on a une bonne idée, mais c'est à l'épreuve du feu qu'on va voir si on a vraiment les compétences pour y aller ou s'il faut se faire entourer et accompagner. Et petit à petit, essayer de faire grandir son entreprise. Depuis la dizaine d'années où la SCOPAD a été créée, où nous avons mis le pied, de plein pied, mais en tant qu'entrepreneur ce coup-ci, dans l'ESS, et ma participation à la CRES, à d'autres organismes comme ça, il y a un certain élan et un certain essor sur les entreprises qui se créent dans notre milieu de l'économie sociale et solidaire. Avec, j'espère parfois, beaucoup de réussite. Parfois aussi c'est un peu plus long. La dame parlait d'un délai de 3-4 ans avant de pouvoir lancer réellement son entreprise et de se ressentir les bénéfices. C'est vrai aussi. Mais en même temps, il y a aussi un engouement qui fait que l'ESS aujourd'hui est un vrai vivier de porteurs de projets et de réalisations qui tiennent la route et qui serait bon effectivement d'avoir peut-être, ça a été souligné aussi, un regard peut-être un peu particulier sur ces financements. Juste pour revenir à ton expérience à la SCOPAD, aujourd'hui la SCOPAD c'est une belle entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je le disais dans l'édito que les besoins en financement étaient différents en fonction des étapes de développement. La SCOPAD a connu pas mal d'étapes de développement avec de l'ambition. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les différents besoins que vous avez connus? Et les solutions que tu as pu trouver. Voilà, peut-être plus les solutions, parce que les besoins, dès qu'on crée une affaire, on a besoin de financement. Même si on va apporter un peu de capital, un peu de fonds propres au départ, on aura toujours besoin d'avoir recours à des financements tant que l'exploitation elle-même n'est pas en autosuffisance. On ne s'autofinance pas comme ça. Ça a été pareil pour la SCOPAD. Nous avons eu une expérience à 12 porteurs de projets qui se sont mis autour de la table. Ces 12 personnes étaient au chômage, donc ça nous a permis, à travers à l'époque l'accompagnement de Réunion Active, d'avoir le NAC, RELAC, d'avoir des financements à ce niveau-là, de permettre aussi à un comité, à un pool bancaire de nous donner un coup de main. Par contre, il y a eu l'engagement ferme aussi de 10 de mes associés qui eux-mêmes ont fait des emprunts, qui se sont engagés à rembourser. À côté de cela, les associés fondateurs ont fait des efforts en apport en capital complémentaire, en apport en compte courant. Il y en a qui n'ont pas pris de salaire, ils n'ont pas pris des charges pour permettre à la structure de passer. Ça a duré à peu près 3 ans, ce besoin de financement où on était ric-rac tous les fins de mois, il fallait calculer pour pouvoir passer les charges et les salaires. L'entreprise grandissante, le flux de trésorerie, le besoin en fonds de roulement s'était couvert par elle-même. Aujourd'hui, je peux donner du temps, par exemple, pour aider certaines petites entreprises, certains projets, parce que je sais que derrière, la situation de l'entreprise fait que le volume qu'on a atteint aujourd'hui permet de travailler et de voir, parce que j'ai vu sur le déroulé, on va parler innovation, on va parler montée en compétences, on va parler formation. C'est des postes qui ont besoin de beaucoup d'argent. Et quand on ne peut pas, comme ça, mobiliser de la trésorerie pour y aller, ça devient parfois pénible. Mais sinon, c'est une très belle aventure. Merci Jean-Hugues. Je me tourne vers les acteurs de l'accompagnement, Gilles et Régis. À votre niveau, quels sont les plus gros besoins de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire?
Régis ? Merci. Je rejoindrai tout ce qui a été dit aujourd'hui sur le fait d'inclure l'économie sociale et solidaire dans l'économie. Et du coup, il y a bien des spécificités, mais on va retrouver des difficultés qui peuvent être similaires. On dira toujours que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et donc, pour moi, c'est souvent la problématique de la trésorerie, comment trouver des solutions pour la trésorerie et comment bien calculer sa trésorerie. Après, on a des besoins divers d'investissement pour l'aménagement ou autre. Mais voilà, pour moi, c'est la trésorerie qui reste quand même importante. Merci. Gilles, je sais que de votre côté, de ton côté, coopérative d'activité et d'emploi, vous vous adressez à une catégorie d'entrepreneurs particuliers. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à cet égard? Juste revenir sur l'économie sociale et solidaire, un constat. Je pense aussi que l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on arrive à séparer ce qui est social et de l'économique, et bien le distinguer. Parce que je pense qu'à ce moment-là, parce que l'économie sociale et solidaire est parfois plus rentable que l'économie classique et plus compétitive. Donc cette économie sociale et solidaire peut venir en aide dans ce cadre-là au social. C'est-à-dire si on casse les codes, à rester enfermé dans un code, oui, il y a un problème. Sauf que moi j'ai des cas, on travaille sur des projets actuellement, où notre business plan est plus intéressant sur certains sujets où l'économie classique ne passe pas à la Réunion, il passe dans l'économie sociale et solidaire. D'accord, parce qu'on n'a pas de structuration, on ne fait pas de bénéfices, on est dans l'économie de partage, on va mutualiser les moyens techniques, etc. Donc déjà, pour répondre aux contraintes des banques et des financiers, c'est un premier élément, ce qui nous évite de leur demander de tordre leur système où c'est très compliqué. D'accord, c'est peut-être de pointer nos indicateurs qui correspondent à ce qu'ils attendent. Et ce qui permettrait, je suis en train de travailler sur un projet justement où on va mixer, c'est-à-dire que l'économique, ce qu'on permet d'économiser, va permettre de l'autre côté d'apporter un soutien social. Voilà, c'est tout ce que. Et pour ça, il faut casser les codes. Moi, j'appelle ça casser les codes. Cassons les codes. Est-ce qu'on met du financier? Est-ce qu'on met du troc? Est-ce que je mets. Voilà, on met tout ça. D'accord, mais il faut que ça ramène de la rentabilité de l'autre côté. Hein, il faut malgré tout, on peut raconter tout ce qu'on veut. L'argent, à un moment donné, il rentre. Il faut le rembourser. Voilà. Premier élément. Donc concernant la coopérative, nous, notre problématique est plus dans les investissements. Aujourd'hui, une coopérative, comme la plupart des structures, on a été financé, c'est la structure centrale qui a été financée. D'accord, ce qui a posé un problème à la coopérative pendant un certain temps, puisque impossible de faire les investissements par rapport aux entrepreneurs salariés. Alors on a cassé ce code il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'on a décidé, la coopérative va chercher aussi ses contrats. Donc elle fait le business, elle remonte et elle redescend. Alors, elle ne fait pas de rentabilité, par contre elle redescend l'activité, ce qui nous permet de financer et ce qui nous a permis aussi de trouver de l'investissement au passage. Dire voilà, ce que je viens de dire, on a nous-mêmes cassé nos propres codes finalement pour dire on ne va pas rester comme ça à attendre voilà, quel financement va arriver de tel endroit ou de tel endroit. C'est de se dire non, comment on fait nous et juste donner un chiffre, on est passé de près de 90% de dépendants de la FSE, je crois qu'on doit être à 30%. Et on a fait une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 40% l'année dernière. D'accord, donc un changement radical dans son positionnement. Là, on discutait ce matin, on lance de très gros projets avec de gros investissements. On fait plus de 150 000 € d'investissement, voilà, appuyés derrière par des fonds européens, par les fonds propres de la coopérative, pour pouvoir développer, pour rien cacher, on va lancer un grand projet de mode à La Réunion, tout fabriqué à La Réunion. Et donc on démontre par cette économie de partage, effectivement, c'est possible. D'accord, et c'est ce que je disais tout à l'heure, basé sur 2 grands axes en fait, le partage des richesses, le partage des risques, il n'y a pas de sous-traitant. D'accord, tout le monde partage, on vend un produit à temps, comment on le partage et de quelle manière. Et de l'autre côté, il n'y a pas de propriétaire de matériel. La propriété, c'est une coopérative et on mutualise les achats. Je pense que, voilà, et derrière encore d'autres choses, mais voilà, je voulais insister là-dessus ce soir en fait, sur vraiment cet aspect, le modèle économique, économie sociale et solidaire, elle est compétitive. Voilà, à La Réunion. Du coup, la fin de ton propos m'inspire une nouvelle question, et plus précisément à nos 2 dirigeants de coopératives. Est-ce que le fait d'être dans une logique collective, en termes de prise de décision, en termes de fonctionnement, c'est un atout concernant la gestion et la recherche de financement? Nous concernant, pour l'instant, même si de plus en plus en fait, d'entrepreneurs salariés passent en associé, puisque c'est au bout de 3 ans, oui, le collectif peut être un avantage. Mais comme je le répète, le problème n'est pas à ce niveau-là, en fait. Le problème, c'est dans le modèle économique. Vraiment, il faut... par exemple, je disais la dernière fois, il faudrait créer une structure économique, non pas de créer de nouveaux outils, mais comment modéliser,
d'accord, pour que ça corresponde aux besoins, au financement qui existe. Comment je casse les codes justement pour aider les entreprises à casser ces modèles. Je donne un exemple tout simple en fait, hein, vous allez comprendre. J'ai un gars qui vient me voir, il me dit voilà, je veux faire chasseur de tête pour recrutement. Hein. Simplement, moi je suis jeune, les entreprises ne veulent pas de moi. Je lui dis mais c'est quoi ton objectif ? Est-ce que ton objectif est le même que d'avoir un grand cabinet dans le 16e arrondissement avec le marbre qui rentre et donc je facture 18 000 € pour recruter quelqu'un? Non, c'est quoi? C'est d'avoir un salaire. Ouais, ok, prends ton salaire, divise par le nombre de clients que tu peux traiter, tu vas être 10 fois ou 20 fois moins cher. Voilà. Alors, on casse les codes. On vient, casse les codes. Cherche des codes qui te permettent et l'outil de l'économie sociale et solidaire, je vous assure, il y a vraiment plein de choses à l'intérieur qui est plus compétitif que l'économie classique. Et je le dis haut et fort. Hein. Aujourd'hui, je suis face à eux, pour être très clair, et on a officiellement, on a décidé d'attaquer le marché avec cette économie. Voilà, et donc je dis oui, il y a des outils et c'est possible. Voilà. Mais dans cette question, et ce point très important, c'est malgré tout derrière le social. La discussion que j'ai aujourd'hui, par exemple, sur les personnes âgées, comment cette économie, je permets par exemple à des bailleurs sociaux à économiser sur les petits travaux, comment cette partie d'argent n'est pas réutilisée, mais reversée pour les personnes âgées, pour qu'ils restent dans le... Donc c'est ce partage. Et donc d'un côté, l'économique ramène le soutien social de l'autre côté. On ne peut pas mettre un projet 100% social sur la table d'un banquier, c'est juste pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Bien évidemment. Voilà. On peut le faire, sauf s'il y a une partie d'argent qui arrive derrière, avec le social. Et là où tu as raison, c'est de pouvoir dire que l'argent doit être un moyen, mais ne doit pas être une fin. C'est ce que tu disais quand tout à l'heure. C'est sûr que si je voulais tout de suite avoir les locaux de la Scopad comme ceux d'une banque ou d'une grande institution sur Saint-Denis, ben je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que le peu d'argent que j'aurais fait en chiffre d'affaires serait passé dans mes charges. Donc on a préféré mutualiser, essayer de gratter là où on pouvait gratter pour faire des économies. Et tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi ou ton prénom m'échappe du coup. Régis, qui parlait de structuration. Vous voyez, quel est le but de coopérative, quel est le but d'une entreprise dans l'ESS? Bien sûr, il y a le mot économie, et on en a besoin si on veut grandir, sinon on ne passera pas. La solidarité, donc quel effort on est capable de mettre en commun? Qu'est-ce qu'on recherche? Le but, c'est comme nous aussi, c'est cette question qu'on a posée en premier. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir retravailler, avoir un salaire. C'était pas gagner de l'argent d'un premier temps. Donc c'était poser ces extrêmes-là. Et en plus, le social, bon, moi, par mon champ d'activité, je suis dans le social. Maintenant, comment ce champ d'activité, on peut le décliner ou à travers des émissions comme celle-ci, ou à travers mon personnel, ou à travers mes bénéficiaires? Quelle est notre approche du social dans notre économie? Comment on se sert de notre économie pour apporter le service qu'on veut rendre à nos bénéficiaires? Donc c'est cet amalgame-là qui fait que, quelque part, on est dans l'économie sociale et solidaire. Mais le E de l'économie, il est là, il est présent, quoi. Il faut en tenir compte. Merci Jean-Luc. Je me tourne vers Mathieu Fontaine. Quelle est la place aujourd'hui des plateformes de financement solidaire dans la cartographie du financement des entreprises? Peut-être juste pour préciser, en fait, tu m'as présenté tout à l'heure en disant que j'étais financeur. Mais en fait, je préfère préciser en fait que PocPoc, c'est plus une plateforme d'intermédiation. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation les donateurs et les porteurs de projets. Donc en fait, nous, PocPoc, on ne finance pas. Mais par contre, on facilite, on crée les conditions pour que la population, les supporters, enfin voilà, tout le monde qui a envie de contribuer puisse participer à l'économie finalement de la Réunion. Donc ils auront la possibilité de soutenir des projets impactants pour le territoire. Donc voilà, donc aujourd'hui sur PocPoc, l'idée en fait c'est d'accompagner, enfin c'est d'aider les porteurs de projets qui veulent créer un impact durable et de faire ça grâce à la masse, grâce à la population et grâce au soutien. C'est vrai que dans économie sociale et solidaire, il y a social, il y a solidaire. Et l'ESS en fait nous invite à réinventer les modèles économiques et les modèles de financement en s'appuyant sur cette force qu'on a en fait, en privilégiant les interactions humaines, en privilégiant le participatif, faire en sorte que les gens en fait contribuent, en privilégiant la collaboration. Donc voilà, en privilégiant l'humain, la solidarité, donc plein de valeurs humaines. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Alors ma question avait aussi
un autre objectif, c'est de positionner le crowdfunding sur la cartographie, puisque au niveau national, j'ai pu voir que certaines banques avaient structuré des partenariats officiels avec des plateformes de financement solidaire et leur avaient délégué des fonds d'amorçage d'une certaine enveloppe et la gestion de ces fonds pour les attribuer, du coup, au regard de vos spécificités, à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, ça prend de plus en plus de place parce qu'on se rend compte en fait que ça a de l'impact en fait et ça a de la valeur que de pouvoir en fait solliciter toute la population pour soutenir une idée, pour soutenir un projet. Donc oui, effectivement, les banques s'intéressent beaucoup à ça parce que c'est un mode de financement alternatif. Qui s'appuie sur la population, qui s'appuie sur la solidarité des gens. Et du coup, moi, parfois, en fait, je rêve d'un monde où on ne parle plus de SS, puisqu'en fait, toutes les entreprises sont dans le SS. C'est-à-dire que toutes les entreprises, œuvrent pour une utilité sociale, en fait, et pas uniquement capitalistique, et qui prennent leurs responsabilités. Sociales, sociétales, environnementales, mais voilà, qui prennent leurs responsabilités et qui se disent, c'est pas parce que je dois faire de l'argent que je dois polluer la planète. Donc voilà, donc ça je pense qu'il y a un vrai intérêt là-dedans et c'est pour ça que tout le monde s'y intéresse. Merci Mathieu. Madame Torpos, en tant que représentante de la Fondation du Crédit Agricole, en quoi vous venez compenser des besoins en financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire? Vous répondez à quels besoins? Moi, je dirais que nous avons, nous, administrateurs de la Fondation du Crédit Agricole, une position confortable. Puisque on parlait tout à l'heure des difficultés de trouver des financements, etc. Alors que nous, justement, notre cœur de métier, c'est d'accompagner, de donner les moyens financiers nécessaires pour que les projets puissent être concrétisés. Donc, on est tout à fait tranquille et je reprends ce que tu disais. On est là pour accompagner les projets collectifs et d'ailleurs POC-POC, on a fait un bout de chemin avant et on avait à ce moment-là proposé non seulement un accompagnement financier mais un mécénat de compétences via la mise à disposition d'un webmaster pour les aider à structurer, puisque les besoins exprimés à ce moment-là par POC-POC avaient été de dynamiser leur vitrine pour qu'elle fonctionne beaucoup mieux, pour qu'elle puisse justement accompagner les projets et trouver comment récolter des fonds. Donc on est vraiment, mais moi je me sens privilégiée puisque justement on n'a pas ces tracasseries de financement. On a 1 million sur 5 ans à mettre à disposition de projets, mais pour peu que ces projets soient viables, soient réalistes et rentrent dans les critères d'éligibilité des statuts de notre fondation. Avec un tel chiffre annoncé, vous allez être sollicité dès demain, voire ce soir. Hein. Nous ne demandons que ça, puisque régulièrement, je ne sais plus si je suis encore dans la réponse à votre question, si. Mais régulièrement, dans un conseil d'administration donné, on se met à étudier une quinzaine de projets, dont seulement 2 sont viables et réalistes. Donc on a maintenant pris sur nous d'anticiper et de nouer contact avec les porteurs de projets pour les aider à affiner et pour voir dans quelle mesure, monsieur parlait de casser les codes, dans quelle mesure on ne peut pas, non pas casser les codes, mais épouser les critères d'éligibilité, quitte à réorienter légèrement des fois les projets initiaux. Donc la Fondation du Crédit Agricole est là. Pour vous. Il y a de beaux mariages dans l'air, du coup. D'autant que je rajouterais qu'on a un vecteur qui est utilisé par excellence par les porteurs de projets. Ils sont directement en accès sur le site Internet, alors que l'on peut nouer des contacts pour affiner justement les projets et ne pas se retrouver avec beaucoup de projets non retenus. Une dernière question, je vais m'adresser du coup à Régis. C'est...
comment finance-t-on l'innovation sociale aujourd'hui sur le territoire? Alors, on a parlé tout à l'heure de BPI notamment. On a aussi d'autres opérateurs type Initiative, Réunion. Maintenant, s'il s'agit principalement de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai que c'est une partie de l'activité qui est plus difficile à financer. Aujourd'hui, France Active, Réunion intervient sur de la trésorerie, sur des investissements à tout stade de vie. Pour les associations, pour les coopératives. Mais l'innovation, c'est-à-dire avant la commercialisation, ça peut être une chose qui est assez compliquée, parce qu'on n'a pas encore prouvé le modèle économique dont on parlait tout à l'heure, la rentabilité. Par contre, on accompagne, à travers un incubateur d'innovation sociale, à travers des dispositifs d'accompagnement, ces projets pour qu'ils puissent être finançables. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on travaille effectivement avec tous les partenaires, que ce soit bancaires, que ce soit les partenaires ici présents à la table, parce qu'il y a vraiment un rôle à jouer sur le renforcement des fonds propres quand on fait une demande de financement. Donc du coup, tout ce qu'on aura pu faire au préalable pour montrer qu'il y a un modèle économique, pour montrer que la structure était solide, tout ce qu'on aura pu faire avec l'ensemble des acteurs permettra d'accéder plus facilement au financement. Et parfois au financement de l'innovation, tout dépend à quel stade on en est, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à commercialiser ou est-ce qu'on est à l'innovation, recherche et développement, et là on n'a pas encore une visibilité sur voilà, la rentabilité. Oui, juste pour compléter ce que tu viens de dire, nous avons des problématiques relatives, inhérentes au financement de l'innovation sociale sur le territoire, qui n'est pas spécifique à notre territoire et qui est une problématique même au niveau national. C'est que d'une part, on a du mal à définir ce que c'est que l'innovation sociale, on n'a pas une vision partagée, une vision commune de ce que c'est que l'innovation sociale. Et deuxièmement, qui dit financement de l'innovation sociale, dit financement, comme l'a dit Frédéric Annette dans la première session d'échange, c'est financement du risque, financement de l'expérimentation, financement du prototypage. Et on a encore du mal finalement à construire des incubateurs finalement de prototypage et d'expérimentation au niveau de l'innovation sociale, mais là aussi il y a un axe de recherche, un axe de travail à faire évoluer là-dessus. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir partagé votre vision et nous avoir apporté ces riches regards sur ces thématiques de financement liées à l'accompagnement et la création d'entreprises. Je vous propose de passer à la deuxième sous-séquence des échanges. Cette deuxième sous-séquence est consacrée à la thématique des compétences. Cette Web TV spécifique à l'économie sociale et solidaire a pour objectif de co-construire de la connaissance à travers le croisement des regards, mais également de diffuser de la connaissance. Et la connaissance, elle ne vient pas uniquement de l'Université de La Réunion, mais elle vient aussi du territoire. Et il s'agit aussi de connaître les figures, les visages, les entreprises exemplaires de l'économie sociale et solidaire qui refont, défont ce champ au quotidien. Et je vous propose de découvrir une coopérative, Vivea, et son dirigeant, qui est Monsieur Avril, à travers un petit reportage. Je m'appelle Jean-Pierre Avril, on est ici sur une exploitation agricole qu'on a démarrée il y a 30 ans, spécialisée en fruits et légumes, et qui a connu techniquement 2 ou 3 vraies révolutions, puisqu'on a démarré en pleine terre avec de l'aspersion, puis on est passé en goutte à goutte sous paillage plastique, et puis depuis 25 ans, au sol. Et puis depuis 4 ans, avec l'arrivée de Ingrid, qui est ma fille, et associée maintenant, et qui va devenir la patronne de l'exploitation, on est parti sur un virage bio qu'on compte atteindre à 100% dans 2 ans. Donc dès le départ, on a choisi d'inscrire notre activité de production, mais aussi de mise en marché avec d'autres collègues dans le cadre d'une coopérative. Donc on a créé en particulier la coopérative Vivea en 2000, qui
qui a grossi depuis, puisqu'on était à peine une dizaine au départ et qu'on est 150 aujourd'hui, qui existe toujours, qui a toujours une même ambition, qui est d'accompagner des producteurs comme moi, comme nous, en production de fruits et légumes, mais pour mettre en marché, pour les accompagner techniquement et pour leur donner des réponses un peu commerciales sur l'activité au quotidien. Comme beaucoup d'exploitations agricoles, en fait, notre financement il est assez classique. Il est d'abord ce qu'on a un peu à mettre dedans, hein. Et ensuite on fait appel à une autre banque, qui est coopérative aussi, qui est bien connue dans le monde agricole, qui est le Crédit Agricole. Donc on a financé progressivement nos installations, nos équipements, par des prêts bancaires, avec des moyens d'accompagnement qui existent au niveau européen ou départementaux. Donc les financements que nous avons mis en place optimise, on va dire, tous les dispositifs d'accompagnement à la disposition de tous les agriculteurs de La Réunion et d'ailleurs. Et donc, on n'a pas été plus inventif que ça sur des financements particuliers. Pour faire mieux, faire plus dans l'économie sociale et solidaire, il s'agit d'identifier donc les besoins ou les lourdeurs dans ce qui existe et de chercher comment on peut trouver des solutions collectives. Et je pense que l'économie sociale et solidaire, dans ce qu'elle a comme préconisation forte d'aller chercher des solutions groupées pour faire des économies d'échelle, pour faire des économies de moyens pour accéder à la recherche, par exemple, à des solutions nouvelles, etc. C'est là, c'est en elle-même que l'économie sociale et solidaire est innovante, dans la mesure où on n'invente pas sa solution pour soi, mais on mutualise nos questions et on mutualise les moyens d'y répondre. Nous ont fait le plaisir de nous rejoindre autour de cette table Cyril Conradi, qui est chargé de mission au CRAGEP, Ghislain Autré, qui est gérant de la SCOP, qui était gérant de la SCOP de Motil, Madame Osna Jafarji, qui est la directrice de la maison des parents de l'océan Indien, et sont restés avec nous Gilles Boisgin de Coop Union et Mathieu Fontaine de PocPoc. Donc cette deuxième sous-session d'échange de notre deuxième moment de débat porte sur les compétences. Les fervents défenseurs, les puristes de l'économie sociale et solidaire nous disent que l'avenir, c'est l'économie, sont les entreprises qui relèvent de ce champ afin de participer au développement socio-économique de notre territoire. Et donc, on attribue un grand nombre d'ambitions à ce champ. Ces ambitions sont à deux niveaux. Nous l'avons vu tout à l'heure avec Marie-Joëlle Rossel de la région qui nous disait qu'il y a des filières, il y a de l'innovation qui sont attribuées à des attentes de développement qui sont attribuées au champ de l'économie sociale et solidaire. Et de l'autre côté, comme nous venons de le voir avec monsieur Jean-Pierre Avril, les entreprises de l'ESS ont également de l'ambition en termes de développement et de changement d'échelle. Et depuis le début, on s'est questionné lors des premiers échanges sur avons-nous les moyens de nos ambitions en termes notamment de formation, de compétences. Et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous, qui pratiquez au quotidien, qui accompagnez les porteurs de projets, vous qui êtes dirigeants des entreprises de l'économie sociale et solidaire, vous qui structurez dans des têtes de réseau un certain nombre d'associations relevant notamment de l'éducation populaire. Quelles sont ces compétences que vous identifiez au quotidien qui permettraient d'aboutir à ces ambitions territoriales, mais également au sein des structures? La parole est libre. Je commence, si vous voulez. Vas-y, juste là. Écoutez, oui. Donc, les compétences, il n'y a pas de compétences qui soient spécifiques à l'ESS. Puisqu'en fait n'importe qui en tant que salarié peut rentrer dans une entreprise de l'ESS. Les compétences qu'on a, ce sont les mêmes que n'importe quelle entreprise,
Enfin, en tout cas, je parle pour la mienne. Hein. On a 2 ingénieurs qui sont des ingénieurs généralistes, on a des techniciens qui sont des techniciens, tout ce qu'il y a de plus commun. Ouais, excusez-moi. Quoi dire au-delà de ça, les compétences, en fait, la grosse différence entre nos structures et des plus grosses structures, donc qui sont rarement dans l'ESS, pour quelques exceptions, c'est qu'en fait les compétences, on les acquiert au jour le jour, et on les acquiert surtout par un travail d'équipe et un feedback, puisqu'on est tous responsables de l'entreprise. Que ce soit le plus petit technicien ou le gérant, comme j'ai pu l'être à une époque. Et oui, voilà, c'est des compétences qu'on se passe les uns et les autres, peut-être beaucoup plus facilement que dans une entreprise classique, puisque le but est vraiment de faire progresser la société et non pas de progresser soi-même, de monter d'échelle en échelle et de garder l'information pour soi. On a peut-être plus tendance à partager l'information dans l'ESS. Gislain, je te remercie puisque tu viens de me mettre au chômage. Dans la mesure où je suis responsable pédagogique de formation spécifique à l'économie sociale et solidaire. Mais j'apporterai un complément d'information. Quand on est dirigeant de l'économie sociale et solidaire, il y a 2 portes d'entrée. On est dirigeant. Donc les techniques de gestion relatives à l'économie sociale et solidaire ne sont pas propres, peuvent ne pas être propres et spécifiques à l'économie sociale et solidaire, et il n'y a pas d'exclusivité sur des techniques de gestion. Donc on peut apporter des techniques de gestion qui proviennent d'autres entreprises, notamment commerciales et traditionnelles du canal historique, entre guillemets. Mais il y a des spécificités qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, comme cette gouvernance démocratique, cette recherche de performance plus globale que de performance rentable. On peut parler également de marketing social, par exemple. Donc il y a certaines spécificités comme ça qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire et qui justifient du coup mon poste. Je peux juste rebondir. Je pense que tout dépend également de la structuration de l'entreprise ESS. Je parle pour ma part étant dans une association, donc avec un conseil d'administration qui compte uniquement des bénévoles pour le coup, donc des présidents qui ont eux leur fonction à titre privé. Donc dans notre cas, c'est plus dans le milieu hospitalier et qui eux ne sont pas spécialistes de la gestion de la structure en elle-même. Donc on part du principe que ce sont des bénévoles qui ont une cause commune et qui veulent avancer ensemble. Donc ils n'ont pas forcément de compétences particulières en gestion d'une association, d'où la nécessité de professionnaliser certaines fonctions pour que cette structure puisse être pérenne et puis porter des projets face aux financeurs avec finalement un dossier solide pour pouvoir les convaincre et non pas rester uniquement sur du bénévolat puisque c'est du temps qu'on donne à titre gratuit, mais ce n'est pas le cœur de métier du bénévole. Merci pour ces éléments de précision. Je me retourne vers Cyril qui est représentant d'une tête de réseau qui fédère un certain nombre d'associations, qui portent également des projets. Compte tenu de ces missions de fédération, d'accompagnement, de renforcement des structures que vous représentez, quelles sont aujourd'hui les compétences qui sont nécessaires pour que ces associations puissent développer des modèles économiques ou financiers qui soient plus pérennes? Alors, effectivement, là, moi, mon intervention, elle va être sur un équilibre de compétences. On va aller sur un équilibre de compétences techniques, et je reviens tout de suite sur, effectivement, on a beaucoup de bénévoles qui souhaitent s'engager, etc., etc. Mais il y a la compétence de l'émancipation de la personne. C'est que pour nous, en tout cas dans notre milieu d'éducation populaire, c'est vraiment notre axe principal, c'est on accompagne le bénévole à devenir adulte, à devenir indépendant, à s'émanciper. Et je pense que c'est de là qu'en fait, on a un équilibre hyper intéressant dans l'ESS. C'est qu'on s'engage dans l'ESS quand on est émancipé en tant qu'adulte, en tant que bénévole, et du coup, on développe des compétences plutôt techniques pour faire rentrer justement notre structure dans l'ESS en tant que telle. Et je pense que c'est là que nous, on souhaite vraiment travailler, c'est sur cet équilibre entre les deux.
Et après, sur les compétences informelles, je trouve qu'on oublie vraiment régulièrement ces compétences informelles où un bénévole va s'engager dans une association lambda et au fil du temps, il va vivre des conseils d'administration, il va vivre une implication dans une association. Et si on réfléchit à cette formation informelle, finalement, on va pouvoir valoriser des compétences informelles qui est nécessairement, comment dire, importante quand on va aller postuler sur d'autres emplois. Et je trouve qu'on est un peu en retard par rapport à ça ici en France. On voit d'autres pays qui le mettent vraiment en avant, les compétences informelles. Ils encouragent les étudiants à aller à droite, à gauche dans le monde pour apprendre la vie et à grandir. Mais toutes les parties aussi, service civique, volontariat en service civique, ou toutes les parties. On oublie clairement de mettre en avant en fait, ces compétences-là. Merci Cyril. Je me retourne vers nos acteurs de l'accompagnement. On a des porteurs de projets, des personnes qui souhaitent créer leur entreprise en économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il y a des lacunes de compétences ou certaines compétences qui sont spécifiques à l'ESS qu'il faudrait à ce moment-là valoriser? Alors, par rapport au schéma de la création d'entreprise? Alors, par rapport au schéma de la création d'entreprise, je vais juste repositionner un petit truc. Qu'est-ce qu'on entend par l'économie sociale et solidaire? Moi, je parlerais plutôt de l'innovation. Parce que l'économie sociale et solidaire, les structures classiques qui sont dans l'économie sociale et solidaire, historiques, eux, ça fait longtemps qu'ils sont rodés dans leur organisation. Qu'est-ce que on va dire, je reprends le terme que j'ai pris tout à l'heure, parce qu'on est en train de casser des codes. D'accord, des codes de l'économie classique, des codes de fonctionnement, les codes mentaux des gens. Je rappelle juste que la société a évolué. En 30 ans, on faisait carrière. Aujourd'hui, on cherche des gens en mission. Et donc cette économie sociale et solidaire n'est pas arrivée au hasard. Elle est arrivée face à des chocs, à des manques qui sont demandés. Et le premier élément, c'est le changement de comportement, que ce soit porteur de projet ou pas. Aujourd'hui, moi, je suis face à une situation, quand on parle d'entreprendre, j'aurais plutôt tendance à revenir d'abord apprendre à être autonome, parce qu'entreprendre, c'est bien plus compliqué. D'accord? Parce que voilà, aujourd'hui, on pousse par exemple à l'entrepreneuriat, mais très peu de gens sont entrepreneurs. Nous, on en voit 300 ou 400 par an. S'il y en a moins de 10% là-dedans qui sont réellement dans un esprit entrepreneur. On a tout à une reprise dans la psychologie comportementale. D'accord? Qu'est-ce que c'est que d'être autonome? Comment je casse les codes, justement? Parce qu'on est dans une société où on nous bourre les codes. On nous a mis beaucoup de codes dans la tête. D'accord? Quand on vient, là, je cherche un travail. Moi, les parents les ont éduqués de cette manière-là, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils viennent d'un modèle. Donc le modèle est en train d'être cassé, évoluer, être moins violent, évoluer. Et donc, nous, on est confrontés à ça, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que, par exemple, on fait des ateliers autour de la psychologie comportementale. Voilà. Et ça me paraît l'élément fondateur, en fait. Toute la difficulté. Par exemple, je donne un exemple très simple. Au sein de la coopérative, je cherche des managers. Entrepreneurs salariés, je ne parle pas d'entrepreneurs, je parle de managers. On a dû faire des formations spécifiques pour comprendre ce que c'est que le modèle horizontal, qu'est-ce que c'est que le troc, tout ce que je peux faire, imaginer, je me pose, j'enlève tous les freins qui sont dans ma tête, parce que on vous demande aujourd'hui d'être complètement ouvert vers le monde, d'aller regarder ce qui se passe au Bangladesh, des projets qui ont été mis en place, etc. C'est ça, pour moi, l'économie sociale et solidaire, dans la question qui est posée de compétences, c'est ce changement de paradigme qui est en train de se passer. Et c'est difficile pour les gens, pour les voir au quotidien. C'est extrêmement difficile parce qu'on est en train de les changer eux-mêmes, en fait. Voilà. Vas-y. Je rebondis parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et donc pour essayer de compléter un peu et pas tout détruire. Donc en fait, effectivement, une société classique par rapport à... Enfin, nous on est en scope, donc c'est une société, on est là pour faire de l'argent. Et puis, mais avant tout, avant d'être là pour faire de l'argent, on est là pour créer de la richesse. Et donc faire notre métier, je veux dire, satisfaire les clients, mais aussi satisfaire les salariés. Et la grosse différence, pour une entreprise classique, normalement vous faites une école de commerce, on vous apprend, ok, gérer c'est ça, etc. Vous prenez les fonds ici, voilà, vous faites comme ceci, comme cela, vous allez gagner tant, vous avez un turnover, un retour sur investissement, etc., etc. Au bout de 15 ans, si tout va bien, voilà, vous êtes multimillionnaire et tout va bien. Et effectivement, nous, le truc, c'est que le fond de la question, en fait, notre entreprise, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Donc, une formation classique d'école de commerce, etc., ça ne pourra pas marcher pour faire de l'ESS, puisqu'on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour créer de la richesse. Et la richesse, en fait, je pense, est-ce qu'il y a des formations
qui existent aujourd'hui. Alors peut-être que vous en faites des merveilleuses, mais moi je n'en connais pas. Je pense que c'est vraiment à chaque société, à chaque société ou association, etc., de voir comment faire évoluer justement ce nouveau système. Et moi je vois, au sein de la nôtre, on se pose la question tous les jours pour essayer de garder les gens motivés, etc., sachant qu'on ne va pas les motiver par l'argent, sachant qu'on va les motiver en leur disant est-ce que tu veux faire un boulot plus intéressant, est-ce que ce que tu veux faire ça correspond à une évolution de l'entreprise, et en fait c'est donner l'envie à tout le monde de faire progresser l'entreprise. Merci Justin. Mathieu? Oui, juste pour préciser, pour dire que je rejoins beaucoup ce que disait Gilles sur cette nouvelle économie de l'ESS, peut-être on peut appeler ça comme ça. Et où effectivement les compétences un peu nouvelles qui émergent, ça correspond en fait à comment être ensemble et comment faire les choses ensemble. C'est-à-dire que finalement, dans le modèle associatif ou en tout cas des structures de l'ESS, l'enjeu c'est comment faire pour embarquer tout le monde dans une dynamique et comment créer un collectif et comment créer une équipe et que tout le monde contribue, tout le monde participe. Donc on entend beaucoup parler de la gouvernance partagée. Ça c'est des compétences assez pointues, assez techniques, où c'est pas évident en fait de l'appliquer en fait dans la structure, parce que ça demande de casser les codes, ça demande de changer de point de vue, de changer de paradigme, etc. Pour que au final on comprenne en fait ces nouveaux modes de fonctionnement et de gouvernance où c'est plus horizontal et où tout le monde a son mot à dire, mais par contre il faut que tout le monde soit conscient de son temps de parole, que tout le monde soit bienveillant, etc. Donc ça demande en fait un changement de fonctionnement. Par exemple, juste donner un exemple concret, aujourd'hui une association, quand on crée une association, on la crée avec un président, un trésorier, un secrétaire, un bureau, un CA, parce que quand on regarde n'importe quel statut sur Internet, c'est comme ça qu'on nous le propose. Mais ça c'est le modèle un peu classique de l'économie traditionnelle qui nous impose un peu ça, alors qu'en fait, dans la loi 1901, rien n'oblige d'avoir tous ces éléments-là. Donc on peut créer une association avec juste 2 représentants et tout le monde est au même niveau, etc. Donc il n'y a pas de CA, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de président. Donc voilà, donc c'est possible en fait, dans l'ADN de l'économie sociale et solidaire, il est possible de faire autrement. Et ça nécessite d'avoir ces compétences-là et ces connaissances-là. Oui, si je peux me permettre, il y a juste un mot qu'on est en train de combattre, ça s'appelle l'ego. Et l'économie sociale et solidaire, pour le grand ennemi aujourd'hui, c'est ce mot-là. Moi, je le vois au quotidien. Parce qu'on est en train de parler de partage, effectivement, de tout ça. Et c'est pour ça que voilà, le vrai combat central, le point central, c'est celui-là. En fait, dans l'économie sociale et solidaire, la place du savoir-être est très importante. Même si on a un savoir-faire ou autre, je pense que la place du savoir-être et cet esprit collégial est très important et à développer entre les membres d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Merci. Alors, de par vos contributions, il y a un certain nombre d'enseignements qui me marquent finalement. C'est casser les codes, chose très importante. C'est également faire autrement. Et finalement, ce qui ressort des échanges, c'est qu'il y a des compétences informelles. Des compétences informelles à 2 niveaux. Compétences informelles au niveau des soft skills, du savoir-être, certaines capacités qui sont personnelles à des individus. Et il y a aussi ces compétences informelles, peut-être collectives, mais qui sont liées à un apprentissage, comme tu le disais tout à l'heure, Cyril, à du faire. Finalement, et on ne théorise pas finalement, et tant mieux peut-être, ces compétences informelles, mais qu'on doit bien évidemment reconnaître. Partant de là, étant donné qu'en économie sociale et solidaire, on fait autrement, on a des compétences qui sont peut-être autres,
il s'agit quand même de transférer, de reconnaître, de développer ces compétences qui sont différentes. Et au regard de votre positionnement, tu parlais du coup de formation idéale. Nous savons tous comment fonctionnent des formations, notamment à l'université. On part en classe, on formalise les compétences, on théorise les compétences. Et au regard des spécificités dont a besoin l'économie sociale et solidaire, comment envisageriez-vous finalement ces nouveaux modèles d'apprentissage, d'écosystèmes de développement et de montée en compétences? Est-ce qu'il y a quelque chose d'idéal qui vous viendrait à l'esprit? Je travaille dessus, donc du coup, c'est une question un peu facile. Je vous ai dit, on est, par exemple, là j'ai mis un atelier d'une semaine, je parlais de Lego tout à l'heure, en fait, le travail de fond, il est là en fait. Le travail de fond, c'est que quand on dit casser les codes, c'est pas d'enfermer dans un modèle. Jusqu'à maintenant, je rappelle que les écoles nous forment un modèle. D'accord, vous êtes comme ça se fait comme ça, etc. Sauf que quand ils arrivent dehors, ces jeunes, ils ont envie d'autre chose déjà, hein, je rappelle. Là, je viens de faire un voyage au Népal, je croisais plein de jeunes dans des volontaires, etc. Ils sont en train de demander, ils réclament autre chose. D'accord, mais c'est encore un groupe de jeunes, c'est une part de jeunes. Sauf que l'économie sociale solidaire vont plus vite qu'eux, finalement, dans les besoins. Voilà. Et donc, mon point de vue, aujourd'hui, il y a tout un travail en profondeur, non pas sur des techniques, mais sur le savoir-être, justement, ce comportement. Parce que c'est difficile, moi je le vois tous les jours. Hein. Pourtant, ils arrivent à la coopérative, hein, c'est des gens qui viennent volontaires. Malgré tout, le poids des freins, des peurs, des difficultés qu'ils ont freine énormément le développement. La coopérative, par exemple, aujourd'hui, ce que je disais, on est obligé de prendre la main sur nos projets en attendant qu'ils soient capables d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là aujourd'hui. On n'a pas forcément ces compétences. Ils sont capables de raisonner différemment dans une économie horizontale, de réfléchir. Tout de suite, le réflexe, c'est oui, mais moi, la concurrence, ouais, mais lui, hop, les vieux réflexes reviennent. Dès qu'on met un collectif autour de la table, c'est compliqué. Donc on est obligé de mettre un peu d'ordre, du coup, à mélanger un peu l'horizontal et le vertical, d'accord, pour pouvoir faire tenir et avancer, parce qu'il y a l'économique quand même au bout, qu'il faut que chacun gagne sa vie, en fait. Voilà un petit peu. Oui, moi, je voudrais répondre à ta question dans un sens où on se concentre sur la formation en fait du jeune, sur comment monter ton entreprise, comment t'impliquer dans ton entreprise, etc., etc. Et je pense que l'avenir va passer aussi sur la formation des cadres, la formation des intermédiaires en fait, qui reconnaissent la place de l'humain dans l'ESS. Parce qu'on est aussi dépendant de ces pouvoirs publics qui ils ont une responsabilité de financement et de cofinancement et d'encouragement à l'ESS, mais pour ça, il faut passer par la confiance et par la formation de ces cadres-là qui reconnaissent la place de l'humain dans l'ESS. Parce que c'est beau d'expliquer à des jeunes, effectivement, dans un avion que tu as rencontré, et ils vont arriver ici en France et on va leur dire bah non, en fait, on n'a pas confiance en toi, va faire 10 ans encore, et puis quand tu arriveras à 40 ans, bah là, on pensera peut-être à t'appeler pour peut-être monter ton entreprise. Non, je pense qu'il faut aussi aller sur la formation d'un point de vue global, que ça touche vraiment l'ensemble de toutes les formations et pas uniquement axé sur l'entrepreneuriat. Merci. Un petit mot de conclusion sur cette thématique de la compétence. Finalement, le tour de table et les échanges que nous avons eus nous rassurent. Puisque le nerf de la guerre, c'est les sous, le financement, mais ce sont aussi les compétences. Et nous portons une réflexion partenariale à l'université, en économie sociale et solidaire, nous portons une réflexion partenariale sur la montée en compétences et le développement, développement des formations. On a la licence professionnelle, gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et tu parlais de formation, Cyril, des dirigeants. Nous avons également réfléchi au développement du premier master économie sociale et solidaire sur notre territoire. Nous le lançons, l'université le lance à la rentrée. Et de manière partenariale, eh bien, nous avons réfléchi sur ces nouvelles compétences et de nouvelles méthodes pédagogiques un peu alternatives pour développer ces compétences qui sont peut-être spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Et tout ce que nous venons d'entendre là, ce soir et aujourd'hui, viennent corroborer le développement des soft skills, par exemple, capacité personnelle, intelligence collective, viennent corroborer les éléments d'enseignement que nous avons intégrés à la fois en termes de forme et de fond au sein de ce master économie sociale et solidaire, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un cursus complet
de la licence au doctorat en passant par la formation des dirigeants et ce master économie sociale et solidaire. Je vous remercie pour ces riches échanges et pour avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous propose, parce que comme toute bonne chose ont une fin, je vous propose de passer à la dernière séquence qui est celle de la clôture et la conclusion de notre émission spéciale financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.